Bon. Ben, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Tout d'abord, je voudrais remercier ceux qui et celles qui ont fait le déplacement. Il m'a été demandé d'animer une sorte de table ronde. En fait, c'est pas une conférence classique comme j'ai eu l'occasion d'en donner les fois passées. Moi, je serais plutôt intéressé de vous entendre. Il s'agit d'une table ronde, mais je vais juste faire une introduction. Et après, ben, on va laisser la parole pour qu'on puisse véritablement discuter, pour que chacun puisse, disons, apporter son point de vue sur ce qui est communément appelé le 27 avril indépendant du Togo. Bon, tout de suite, je vais évacuer la notion de l'indépendance. J'ai fait plusieurs conférences sur les indépendances en Afrique. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus et mes opinions sont connues sur ce qui est communément appelé les indépendances des pays africains. J'ai toujours dit que les pays africains ne sont pas indépendants. Ça, c'est... Voilà, aujourd'hui, ceux qui doutent, ou ceux qui ont douté pendant longtemps de ce fait-là, peuvent constater par eux-mêmes sur le terrain ce qui est la réalité de l'Afrique. Tout d'abord, pour qu'il y ait indépendance, ou encore souveraineté internationale, il faut nécessairement qu'il y ait un État. Donc un État qui est constitué de trois choses. Un État, c'est d'abord une population, un territoire, ensuite, et un pouvoir organisé. Ce qui est essentiel dans un État, ce qui fait qu'un État existe, c'est le pouvoir organisé. C'est ça l'élément fondamental. Alors, si on a une population, un territoire qui habite un territoire, on n'a pas encore un État, mais dès lors qu'il y a un pouvoir organisé, qui, disons, forme ou dirige ce territoire et cette population, là, on est en face d'un État constitué. C'est ainsi que dans l'histoire, on a des populations qui habitent des territoires, mais qui n'ont pas de pouvoir organisé, qui ne sont pas encore des États. Ça existe encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Et donc, comme l'élément fondamental de l'État, c'est le pouvoir organisé, qui après va être l'émanation de la population qui vit sur ce territoire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné de notre histoire en tant que peuple, nous nous sommes retrouvés privés du droit de choisir nos dirigeants. Donc aujourd'hui en Afrique, c'est clair que les dirigeants africains sont plutôt en tout cas l'incarnation de la continuité coloniale. C'est le gouvernorat colonial qui continue en Afrique, parce que les dirigeants africains, tout le monde le sait, ne sont pas d'une manière générale élus par les populations. Quand bien même ils seraient élus, ben, l'exercice du pouvoir fait que on n'est pas véritablement en face des États constitués et organisés. Donc, comme à un moment de notre histoire, nous nous sommes retrouvés sans État, les populations africaines ont lutté pendant longtemps. Je me passe de toute la période de l'esclavage et avant l'esclavage, tout notre parcours en tant que peuple depuis l'Égypte antique, en passant par l'Afrique impériale et toutes les péripéties historiques que notre peuple a vécues. Je fais économie de tout ça pour aller très vite. C'est qu'à un moment donné, les Africains se sont retrouvés privés, disons, de l'exercice de leurs droits légitimes d'organisation
de gestion et de décision. Donc, il y a eu des luttes qui ont été menées, et c'est le cas du Togo également. Donc, il y a eu une lutte au Togo qui a abouti à la proclamation de ce qu'on a appelé les indépendants, en tout cas l'indépendance au Togo, le 27 avril 1960. Mais très vite, le président Sylvanus Olympio a été assassiné. Ça a été rappelé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est quelque chose qui est connu. Après ça, on a connu 50 ans hein, de traversée de désert avec le père de l'actuel gouverneur du Togo. Depuis 1963 jusqu'en 2005, ben voilà, c'est le père de l'actuel président qui a dirigé le Togo quasiment. Si on laissait de côté la période 63-67. Donc finalement, à la mort de Yadema, ben, son fils a pris le pouvoir. Tout le monde sait les conditions dans lesquelles Faure Gnassingbé est venu au pouvoir et les conditions dans lesquelles il exerce le pouvoir jusqu'à présent. Disons, de toute cette période de 63 en passant par 67 et les années 90 et finalement les années actuelles, les Togolais se sont trouvés en face d'un pouvoir illégitime, violent, corrompu, qui les a poussés à l'extérieur. Donc, le gros des populations, le gros de la diaspora, en tout cas des Togolais de l'extérieur, s'est constitué dans les années 90. Donc, pourquoi 90? Parce que c'est la période où, après la conférence de Bôle, il y a eu une sorte de, disons, de volonté, notamment occidentale, de pouvoir mettre, disons, les populations africaines, parce qu'à un moment donné, le système était arrivé aussi à saturation, et puis que si on ne contrôlait pas tout ça, ben ça allait exploser, et puis le risque de perdre totalement l'Afrique était réel. Donc, les pays occidentaux, d'une manière générale, ont encouragé l'émergence des partis politiques pour demander aux pouvoirs africains d'aller vers des élections pour obtenir, en quelque sorte, la bénédiction des populations pour pouvoir continuer leur exercice dans la corruption et dans l'immobilisme des populations. Donc, ce système a généré, comme tout système, des conflits. Donc des conflits sont nés et effectivement une certaine partie de la population africaine va croire dans ce discours-là. C'est-à-dire que les gens vont dépasser les mots. C'est-à-dire que l'Occident voulait limiter justement ces mots justement au caractère de mots, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà, mais les populations africaines vont s'en saisir et vont commencer à réclamer effectivement l'exercice des droits civils et politiques et ensuite des droits économiques et sociaux. Donc ça va créer des situations de conflit et quelques personnes aussi qui voudraient exercer le pouvoir vont créer des partis politiques, vont s'engager prenant au mot l'Occident pour s'engager dans une logique de compétition avec les dictateurs en place. Ce qui a engendré des morts et des répressions énormes, ce qui a fait que la diaspora togolaise, en tout cas depuis les années 90, s'est constituée. Et donc, on se retrouve ici. Après, il y a eu des élections qui ont eu lieu depuis les années 90, 93, 98, 2003, 2005, et puis 2010, 2015. Donc, à chaque période électorale, les gens ont pris la fuite parce que l'élection signifie la mort chez nous. Bon,
Donc, la diaspora s'est constituée, ça c'est, disons, le gros de la diaspora s'est constitué à partir de ces phénomènes politiques et de la répression politique. Après, il y a eu, effectivement, comme je le disais, la gestion du pays a plongé les populations dans une misère indescriptible. Donc, il y a aussi certaines personnes qui ont quitté le pays parce que, justement, ben, voilà, pour des raisons économiques. Ce qui est étroitement lié à la politique. Hein. Il n'y a pas de distinction à faire là-dedans. Après, bon, on peut dire aussi que certains Togolais, bon, comme chez tout peuple, ont le goût de l'aventure et certaines personnes sont parties. Voilà. Donc, c'est cette mosaïque-là qui s'est retrouvée ici. Et les questions qui se posent à nous, c'est là que je viens au fond même du sujet, c'est comment faire? Bon, voilà, on s'est retrouvé à l'extérieur. On est loin de notre pays. On est venu pour différentes raisons, par différents moyens. On se retrouve à l'étranger. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que moi, je ne voudrais pas parler de défis, mais des problèmes que nous avons. Les problèmes de la diaspora togolaise en Suisse. Un des premiers problèmes, c'est notre incapacité à pouvoir dépasser les raisons pour lesquelles nous sommes venus. Voilà. Et cette incapacité a entraîné ce que j'appelle l'impossibilité de nous unir, puisqu'on est venu pour différentes raisons. Mais en fait, si on fouille, si on fait un travail historique, on verrait que les raisons, aussi diverses soient-elles, en fait, nous ramènent aux problèmes politiques que nous avons, à l'histoire. Voilà. Donc, normalement, cette divergence, cette mosaïque que nous constituons, en fait, se résume, si on faisait un peu plus preuve d'intelligence, on verrait que c'est la même. En fait, on a quitté notre pays pour la même raison. Voilà. Parce que si le pays était bien, on allait y rester. C'est que ce soit pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des questions d'aventure ou autres, ben, peut-être qu'on serait des aventuriers, mais de temps à autre, on retournerait chez nous. Mais le problème, c'est qu'on ne retourne même pas chez nous. Donc, incapacité de dépasser les raisons pour lesquelles nous avons quitté notre pays. Conséquence, incapacité de nous rassembler efficacement pour essayer d'avancer vers des structures qui nous rassemblent et qui nous mettent en action. Deuxième problème que nous avons, c'est ce que je peux appeler le problème de la connaissance. Le problème de la connaissance, en ce sens que nous n'arrivons pas à identifier avec précision les problèmes qui sont les nôtres, effectivement. Et même si on nous offre des cadres pour pouvoir nous former, nous réunir, apprendre, bah, peu de gens sont vraiment motivés pour venir apprendre. Donc, évidemment que depuis l'extérieur, nous n'avons aucune influence sur nos pays. En tout cas, dans ces plus grands problèmes, nous n'avons pas d'influence en tant que tel. Parce que nous manquons de connaissances et le manque de connaissances entraîne logiquement comment le dire, un pouvoir moindre ou faible. Voilà. Parce que plus vous savez les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays, plus on est mu par le désir d'apporter des solutions. Voilà. Donc, incapacité de comprendre les problèmes et refus même de chercher à les comprendre. Puisque quand on nous offre des cadres de réflexion, on n'y vient pas. Ou en tout cas, on est très peu mobilisé.
Troisième problème, c'est notre incapacité à nous organiser. Parce que le défi de l'organisation postule l'action. En tout cas, est fonction. Hein, la question de l'organisation est fonction de notre action. Et si nous voulons faire quelque chose aussi bien dans nos pays d'accueil que dans nos pays de départ, dans nos pays d'origine, bah, il faut nécessairement qu'on s'organise. Et dans l'histoire, on a vu des peuples qui ont pris leur destin en main à partir de l'étranger. Le cas des Juifs est là. La France a été libérée à partir de l'étranger. De Gaulle et ses camarades. Les Chinois ont commencé à libérer leur pays à partir de l'étranger. Sun Yat-sen qui a commencé à sillonner la diaspora chinoise pour sensibiliser ses compatriotes sur les problèmes, la domination que subissait la Chine à l'époque, et a commencé par les organiser. En Afrique, une bonne partie de la lutte de l'ANC a été menée de l'extérieur. Le panafricanisme, la question même de rassembler le continent africain dans une structure unitaire, est une idée qui vient de l'extérieur, qui vient des Africains qui vivaient à l'extérieur. Mais ces gens, ils ont d'abord saisi le problème, ils ont d'abord compris le problème, ils ont d'abord cherché à comprendre le problème. Et c'est de cette compréhension des problèmes qu'est née la structure, ou bien que sont nées les idées qui ont conduit ces différents exemples que je viens de donner, ces différentes organisations à pouvoir agir efficacement et pour un certain nombre de cas à obtenir des résultats qui aujourd'hui sont là dans l'histoire. Donc, défi de l'organisation, et comme nous manquons de connaissances et que nous refusons d'apprendre, qu'est-ce qui se passe? Nous développons des comportements qui sont totalement destructeurs et néfastes. Donc, ce qui est parfois consubstantiel à l'humain, ça va être exacerbé chez nous. C'est-à-dire la jalousie, les haines, le manque de solidarité. Quand quelqu'un dirige une structure, au lieu de l'entourer, de l'aider, de le soutenir, on le casse plutôt, on déteste, la détestation cordiale entre nous. Quand quelqu'un parmi nous prend une initiative, au lieu de l'accompagner, de le renforcer, on va plutôt torpiller l'initiative. Donc, tout ce qui est, ça c'est des comportements qui existent chez d'autres peuples, ce n'est pas typique aux Africains, ce n'est pas typique aux Togolais non plus. Mais chez nous, ces comportements vont être exacerbés parce que nous vivons dans l'ignorance. Et nous refusons d'apprendre. Donc, des questions totalement banales vont être gonflées artificiellement, vont faire en sorte que, bon, on ne va jamais être capable d'agir ensemble. On va toujours s'entre-déchirer et on va plutôt, disons, cultiver une sorte d'individualisme destructeur. Puisque l'individualisme, si cela pouvait avoir un bon côté, notamment dans les sociétés assez éduquées, chez nous, comme si l'ignorance et le refus d'apprendre qui domine, eh bien l'individualisme se transforme en un poison destructeur. Destructeur. S'instaure une compétition malsaine. Les gens qui n'ont même pas, les gens qui n'ont aucune connaissance des problèmes, eux aussi veulent parler en public. Chez nous, normalement, il y a un proverbe qui dit
les dos d'Ali. Toi, tu reviens des champs, tu viens dire non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, alors que monsieur, tu ne maîtrises même pas le sujet. Donc, l'humilité, il faut avoir l'humilité d'apprendre. Avant de parler, il faut avoir l'humilité d'apprendre, de maîtriser les sujets avant d'intervenir. Donc, défi de la connaissance qui a pour conséquence notre inorganisation, notre incapacité à agir de concert. Quatrième défi, c'est le défi de la continuité. Défi de la continuité en ce sens que quand on entreprend quelque chose, de l'endurance, voilà, défi de la continuité de l'endurance. Quand on commence quelque chose, on n'arrive jamais au bout. Les gens sont même fatigués. Les gens sont fatigués même avant d'avoir commencé l'effort. Médicalement, cliniquement, on appelle ça l'asthénie. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait, hein, mais on est déjà fatigué. Ah, on a tout fait au Togo, ça fait longtemps, JP nous a trahis, tout le monde nous a trahis. Donc on est fatigué, on a tout fait, ce régime, on ne peut rien faire. Donc il faut laisser, bon, seul Dieu peut nous sauver. C'est l'asthénie. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore fait le premier pas, on est déjà fatigué. On ne vient même plus aux différentes manifestations ou aux différentes initiatives qui sont tentées sous prétexte qu'on a déjà tout fait et que tous nos efforts précédents ayant été sanctionnés par l'échec, bon, ça ne sert à rien de continuer. Du coup, on laisse la place à quoi? Au fatalisme et à nos ennemis, hein, de pouvoir s'enraciner davantage. Voilà. Cinquième défi ou problème, c'est notre incapacité à pouvoir concevoir des solutions. Notre incapacité, aussi bien individuelle que collective, à concevoir des solutions. On approche un peu les problèmes et comme on les approche de manière très sommaire, on a toutes des solutions qui sont très en deçà, hein, des véritables problèmes que nous avons. Du coup, ben, notre influence en tant que diaspora, aussi bien dans ce pays où nous résidons que dans nos pays, est très faible. Les lois, combien de lois, hein, votées dans ce pays ou dans cette ville de Fribourg ou dans ce canton de Fribourg, combien de lois avons-nous influencées? Combien de lois avons-nous insufflées aux législateurs ou bien aux élus? Parce qu'ils ne sont pas organisés. Il y a des peuples en Occident ou en Europe qui influencent la législation en leur faveur. Parce qu'ils sont organisés, ils sont puissants. Ils connaissent, ils ont identifié leurs problèmes. Ils se soutiennent. C'est que quand il y a des structures qui sont en place pour parler de leurs problèmes, ces gens viennent, ils s'y reconnaissent, ils viennent, ils soutiennent ces structures et ils donnent des idées de sorte que, hein, ces structures sont efficaces et vont même influencer les lois dans ces pays-là. Je ne vais pas donner d'exemple. Si vous voyez, si vous-même vous pouvez déjà imaginer quels sont les peuples qui font qu'on vote des lois, souvent en leur faveur, et qui font tout pour que leur pays ne soit pas l'objet de sanctions, hein, des Nations Unies ou des institutions internationales quand leur pays bombarde ou viole, hein, le droit, hein, des Palestiniens. Je n'ai cité aucun pays. Mais vous voyez à peu près qu'il y a des gens qui sont organisés. Donc, nous nous retrouvons très affaiblis. Nous n'influençons rien ici.
à la limite, nous sommes limités, nous sommes cantonnés à des travaux basiques. Et puis, bon, les seules ambitions que nous nourrissons, c'est de pouvoir, disons, glaner un peu de sous ici. Et ceux qui sont les plus, disons, les plus attachés au pays parmi nous, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'acheter un terrain, de construire une villa, d'aller en vacances. C'est-à-dire que notre pays d'origine est devenu un lieu de vacances pour nous. Hein. C'est que ce n'est même plus que... C'est un lieu de vacances. Je vais aller en vacances. Voilà. Nous avons, dans notre conception du monde aujourd'hui, c'est que comme nous n'avons plus d'attachement en tant que tel même pour notre pays, pour notre lieu de provenance, nous avons transformé le pays des autres en notre pays et nous avons donné à notre pays de provenance l'attribut de lieu de vacances. Voilà. Donc, peu d'influence ici, encore moins là-bas, chez nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis en place les organisations qu'il faut pour être des acteurs décisifs sur des questions précises chez nous. Pourtant, les chiffres démontrent que les Togolais de l'extérieur financent à hauteur de, si je ne me trompe pas, 500 milliards par année. En tout cas, contribuent à l'économie togolaise à hauteur de 500 milliards de francs CFA par année. C'est l'ensemble des fonds qui sont transférés par la diaspora au Togo. Voilà, soit 10% du produit national brut. Donc, en quelque sorte, nous sommes une force économique. C'est-à-dire que nous avons un instrument pouvant nous permettre d'être un acteur décisif sur le processus, sur l'ensemble du processus en cours dans notre pays. Mais, comme nous manquons d'organisation sérieuse, de crédibilité, du sérieux, de constance dans nos initiatives, eh bien, nous sommes tout à fait inexistants. Et qu'est-ce que nous nous limitons à faire? Ce sont des manifestations, c'est-à-dire quand la répression s'abat sur les populations, voilà, bon, on court, on organise des manifestations pour être visible en Europe, comme si c'est ça qui va changer quelque chose. Je vois maintenant ceux d'Europe, il y a un Africain là qui est à Paris, qui est souvent dans les métros pour parler aux Français, pour dénoncer la France aux Français. Comme si notre cible, c'était les gens dans le métro, quoi. C'est là où tu vois que nous avons une conception vraiment assez spéciale, atypique du monde, quoi. Aucun peuple n'a fait ça. Aucun peuple, les peuples dont j'ai parlé tout à l'heure, la Chine et autres, qui sont aujourd'hui sur le toit du monde, les Chinois ne sont pas contentés d'aller parler aux Japonais ou aux Allemands, aux Français, aux Américains qui dominaient dans leur métro pour dire prenez conscience, sachez que vos dirigeants nous dominent, donc vous devez faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose, sinon ça ne va pas. Non! Le défi important que la diaspora a, c'est son organisation interne. C'est notre capacité à nous organiser de manière endogène et à résoudre nos petits conflits interpersonnels qui nous minent et qui font que nous n'arrivons jamais à construire des organisations puissantes pouvant défendre nos droits, aussi bien ici que chez nous. C'est ça le vrai problème que nous avons. Donc, au final, les rapports que nous entretenons les uns avec les autres ne nous aident pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les phénomènes humains que sont la jalousie, la haine, enfin le fait de ne pas aimer quelqu'un ou de ne pas partager son avis, ces choses-là qui sont inhérentes à la nature humaine sont devenues des sources de conflits graves chez nous, nous empêchant
de nous organiser. Donc, si nous voulons demain peser aussi bien ici que là-bas, nous devons arriver à hausser notre niveau d'éducation et de conception des choses. Nous devons arriver à taire nos petites divergences pour identifier les problèmes majeurs que nous avons et essayer de nous organiser pour trouver les solutions qu'il nous faut. Si nous prenons la situation politique au Togo, sans la résolution de ces situations politiques, on ne va pouvoir rien faire dans ce pays, et c'est le cas de tous les pays africains d'ailleurs, puisque sous un régime tyrannique, continuité coloniale, aucun pays, aucun peuple ne peut progresser. Ça c'est clair. Donc, il y a un processus qui est en cours dans tous les pays africains. Et ce processus, c'est un processus de libération de ces pays-là. C'est vrai que ce processus a ses difficultés, il y a des moments d'enthousiasme, de moins d'enthousiasme, disons de répression, de peur, de fuite, de fuite en avant, d'incompréhension. Il y a plein de péripéties, en tout cas, qui jongent le chemin des Africains vers leur libération. Mais ce processus, il est en cours. Et ce processus ne peut aboutir dans les conditions actuelles au Togo que si les Togolais de l'extérieur décident de jouer leur partition de manière franche et déterminée, de manière résolue. Parce que la force qui manque au peuple togolais face à ce régime ne se trouve pas à la CEDEAO. La force décisive qui manque au peuple togolais pour arriver à vaincre ce régime ne se trouve pas en Côte d'Ivoire, chez Alassane Ouattara, ni chez Alpha Condé, ni en France, ni aux États-Unis, ni nulle part. Ce n'est pas chez Jeff Bush. J'ai vu des photos là où des gens vont prendre des photos avec Jeff Bush, qui n'est absolument rien d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est la famille criminelle, une des familles les plus criminelles au monde, les Bush. C'est pas avec ces gens-là que nous allons libérer l'Afrique. L'énergie, la force décisive se trouve au sein de la diaspora togolaise. Si nous voulons que notre pays devienne un pays libre demain, nous devons nous organiser efficacement et orienter notre organisation vers le pays. Les gens ont besoin de nous, pas seulement pour transférer de l'argent, pas seulement pour envoyer des voitures abandonnées, pas seulement pour envoyer des lits d'hôpitaux abandonnés, pas seulement pour envoyer des matelas pourris que les gens ont jetés ici, pas seulement pour envoyer des médicaments et autres, mais apporter ce que nous savons ou ce que nous avons de plus significatif, c'est-à-dire ça, notre cerveau. Notre cerveau d'abord. Et les solutions que nous avons pu imaginer. Ensuite, les moyens financiers pour soutenir cette lutte-là. Les stratégies les plus adaptées au régime. Parce que de l'extérieur, parfois, on voit mieux les réalités. Donc, voilà quelques mots que moi je voudrais placer pour lancer le débat. Mais en définitive, les structures qui existent, nous devons les renforcer, nous devons les soutenir et nous devons faire venir le plus de monde possible pour que ces structures puissent marcher et qu'à partir de ces structures-là, nous puissions véritablement peser sur la destinée de notre pays et que nous laissions de côté les petits conflits, les petites querelles de bas étage. On est allé jusqu'à dire
hein, on se dit même que c'est qui là? C'est des Togolais qui se réunissent. Ah, si c'est des Togolais, je ne viens pas. Je ne me retrouve pas avec les Togolais. Eh bien, si vous ne vous retrouvez pas avec les Togolais, avec qui? Si on ne se retrouve pas avec nous-mêmes, avec nos propres compatriotes, avec qui allons-nous nous retrouver? Ah, Togoto, Benoît, Yannim Dona Togoto, Behao. Non, Dona Togoto, Behao, mais Kebehao, là, do. Donc, on est poussé à aimer les autres que nous-mêmes. C'est tout ça qu'il faut abandonner si nous voulons véritablement jouer un rôle. Nous devons abandonner toutes ces bêtises, hein, j'ose le mot, ce sont des bêtises qui ne nous rapportent absolument rien. Sauf que, il est isolé, on est isolés les uns des autres. Et c'est pas comme ça qu'on constitue un groupe organisé qui a le pouvoir et qui influence les événements. Si nous voulons peut-être formaliser les choses, c'est qu'au-delà des structures qui existent, il faudra que nous les Africains, en tout cas que nous Togolais, nous puissions créer une école africaine ou une école togolaise. Et je pense que Fribourg offre quand même le cadre pour le faire. On crée une école où on va créer un programme de formation sur un certain nombre de sujets en direction de notre communauté. Pour garder à la fois notre culture, en tout cas découvrir notre culture, la garder, la perfectionner et ensuite à jouer un rôle politique de premier plan dans nos pays. Si sur le terrain les gens sont fatigués, les gens sont réprimés tout le temps, qui souffrent, la souffrance a fait qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, en tout cas depuis le mois de décembre 2018 jusqu'à présent, les Togolais n'arrivent plus à avoir la même dynamique. C'est à nous de l'extérieur, hein, de rallumer cette flamme-là. Si les gens sont fatigués, les gens ont peur, c'est à nous, hein, de nous organiser depuis l'extérieur pour leur donner les éléments qui leur manquent. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire si nous restons isolés les uns des autres, si nous sommes minés par les petits conflits, si nous sommes haineux les uns envers les autres, et si nous sommes distants les uns des autres, et puis que nous ne nous retrouvons jamais dans les initiatives qui sont prises. Nous avons lancé l'idée de la caravane de la diaspora togolaise. C'est parti de la Suisse. En 2017, on a réalisé une seule sortie, c'était à Berne. Depuis là, aucune ville n'a pris d'initiative. On a relancé cette idée tout récemment. J'ai pris le soin moi-même de contacter des gens dans d'autres pays. Personne n'a bougé. Je relance chaque fois ces personnes. Chaque fois, ils me disent non, ne t'inquiète pas, on est en train de faire les choses. Rien ne se fait. Donc, ça fait 59 ans que le Togo a été proclamé pays indépendant. Chacun doit s'interroger. Quel est le bilan? Quel est le nôtre? Ce régime qui a, c'est qu'en 5 ans maintenant, est plus jeune, est plus vigoureux que jamais. Si nous pensons que ce régime va tomber par ce que nous sommes en train de faire là, on se trompe. Il nous faut véritablement mesurer la gravité de la situation et mettre l'organisation qu'il faut en conséquence. Sinon, les cas comme il y a trop tombé, bientôt, on a dépensé, de tous qui sont ici là, on a dépassé la quarantaine. Hein. Il y a cinquantaine et c'est fini. Quand on a 50 ans, voilà, on n'a plus la même force. Et nos enfants qui sont nés ici, quel avenir que nous leur donnons? Si nous pensons que bon, au fur et à mesure que le temps va passer, ces sociétés occidentales vont les accepter, on se trompe. Les Juifs
croyait être plus en sécurité que nous, jusqu'au jour où Hitler est arrivé au pouvoir. Donc, l'histoire doit nous éduquer. Nous devons savoir que nous venons d'un pays qui a besoin de nous plus que jamais. Donc, levons-nous, organisons-nous, mettons nos moyens en commun et essayons de venir en aide à nos peuples qui nous attendent. Les gens nous attendent au pays. Les gens disent maintenant que c'est à la diaspora togolaise de prendre ses responsabilités. Parce que les partis politiques aujourd'hui au Togo, bah, ils sont dans une situation de faiblesse. Les gens attendent de nous. Hein. Les gens nous attendent. Et ce n'est pas ces enfants à qui nous ne parlons même plus nos langues, parce que les gens sont heureux de dire « Ah, moi, mon enfant ne parle pas Mina. Hein. » Il comprend. Et viens, nous, c'est là. Nous, c'est dehors, là. Ah, au début, on fait quel effort pour que nos enfants restent dans notre culture? Les musulmans ont leur école, Makarata ou des choses comme ça. Ils enseignent leurs enfants. Les juifs ont leur comment ils appellent ça? Je ne sais même plus, j'ai oublié le nom de la synagogue. Nous, c'est quoi? Alléluia, alléluia. Voilà, dimanche, au lieu de prendre ce temps pour réfléchir sur notre pays, on va dormir dans les temples, dans les églises. Voilà. Donc, on n'est pas dans la gravité. Ça veut dire que nous ne mesurons même pas le monde, hein, les défis et que nous pose hein, la vie dans un monde aussi difficile que celui-ci. Peut-être qu'un jour, quand les choses vont changer, peut-être que comme nous aimons tellement Dieu, peut-être que Dieu aura pitié de nous et va faire descendre le paradis. Comme vous voyez, dans la revue des témoins de Jéhovah, hein, on dessine le lion qui caresse l'agneau. On voit le loup qui est ami avec la pintade et des choses comme ça. Peut-être que quand Dieu va décider hein, de faire le monde comme ça, en ce moment-là, les Africains, on sera heureux. Mais en attendant ça, il y a des défis qui nous attendent. Donc, voilà. J'espère que nous aurons le courage. J'espère qu'à partir de maintenant, que nous allons décider de faire quelque chose. Parce que ça ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça ne va pas. Il faut qu'on se dise que ça fait 59 ans, en quelque sorte, nos pères, nos parents, nos grands-parents ont lutté. Et que 59 ans d'errance, ça suffit. Il faut qu'on se lève, qu'on se dise que bon, on réfléchit sur la suite. Il y a des idées. Il y a des idées que nous pouvons partager les uns avec les autres. Renforcer les structures qui existent et aller de l'avant. Ce n'est pas simplement tout à l'heure, quand il y aura la fête, cette salle sera pleine. Hein? Quand il y aura la danse et à manger, il y aura du monde. Ça, c'est la spécialité, ça. J'ai vu, on a dit anniversaire, même des enfants. Hein, j'ai vu il y a des enfants hein, qui ont célébré l'anniversaire dans cette ville le mois passé, ou il y a 2 mois. Mais les salles étaient pleines. Pour un anniversaire d'un enfant qui a 3-4 ans, hein, c'est plein. Mais quand il s'agit de penser, de parler de nos pays, de toucher du doigt les défis qui sont les nôtres, il n'y a plus personne. On dit 16 h, bah on va commencer à 18 h. Donc, un des problèmes, pour revenir pour le thème, c'est de dire le défi du respect du temps. Ça veut dire que nous lançons des choses, nous ne mesurons même pas les impacts de ce que nous faisons. Les gens arrivent, on dit 16 h, les gens viennent à 18 h. Bon, ça c'est encore mieux.
il y a des gens qui ne viendront même pas parce qu'ils ne veulent pas écouter tout ça. Pogli et autres là, ça suffit. On a assez vu tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est venir à 20 h, manger et danser. L'indépendance, c'est pas fait pour danser. Normalement, quand c'est une erreur, c'est une mauvaise appréciation des réalités. Lorsque les indépendances étaient proclamées et que nos pères des indépendances et autres ont fait des fêtes, qui nous ont induits en erreur. Nkrumah et autres qui dansaient, c'était une erreur. Le Mumba et tout ça, on dansait. Parce qu'on a estimé que, on a lutté, maintenant on est indépendant, c'est la fête, on est libre. Non! L'indépendance, c'est des devoirs, ça a plus d'obligations, parce que c'est des défis énormes qui nous attendent. Donc, vous voyez que déjà, depuis l'origine, on a faussé la question ou bien la notion de l'indépendance. On a fêté, on a dansé, on a fait des balles. On a fait des balles, des soirées dansantes. Et on a composé des chansons. Indépendance, cha-cha, oh, quoi. Voilà. C'est ça. Et on continue. On n'est même pas indépendant, mais chaque pays continue de célébrer l'indépendance comme une fête. Alors que c'est des moments de gravité où il faut réfléchir sur notre destin, sur notre parcours et sur les défis qui sont les nôtres. Donc il faut sortir de la fête, l'indépendance, pour concevoir l'indépendance ou bien cette date-là comme le début d'une véritable lutte pour conquérir notre souveraineté, que nous n'avons pas encore. J'en aurai terminé. Moi, j'ai juste une question à vous poser à la séance, à l'Assemblée. J'englobe les compatriotes du Congo, les compatriotes du Cameroun et d'autres. Ça, c'est des enclos coloniaux dans lesquels nous sommes parqués. En fait, nous ne sommes pas des Togolais, ni Gambiens, Maliens, tout ça. Ça, c'est des considérations qui n'ont aucune importance ici. Donc, quand on dit Togolais, entendez aussi Congolais, Camerounais, Béninois, et ainsi de suite. Parce que nous sommes panafricanistes avant tout aussi. Ma question est la suivante. Quel est le sentiment qui nous anime? Je ne vais pas vouloir obtenir la réponse de chacun. Mais si on fait un bilan des séquences, parce qu'on n'a pas vraiment fait le bilan aujourd'hui, c'est pas le terme. Mais si on fait le bilan de ces 9 années que nous venons de passer ou que nous passons, soi-disant indépendants, quel est le sentiment qui nous anime? C'est la fierté ou la honte? Et si je reviens au Togo, avec le régime que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous sommes fiers de nous présenter comme Togolais en face des gens que nous rencontrons dans la rue, dans le métro, sur le place de travail? Est-ce que nous sommes fiers ou est-ce que nous avons honte? Est-ce que nous avons mal d'être dirigés par les laquais que nous avons en Afrique? Est-ce que nous avons la honte ou la fierté d'être d'un continent immensément riche, doté naturellement, et d'être parmi les populations les plus pauvres, les plus miséreuses, les plus misérables et les plus vulnérables du monde? C'est quoi le sentiment qui nous anime? En tout cas, pour ma part, moi, aujourd'hui, quand je vois que ce régime est encore en place, matraque les Togolais, les tue, les renvoie en exil, vole, emprisonne les gens, arrête n'importe qui, à n'importe quelle heure de la journée. On est 8 millions de personnes, en tout et pour tout, ceux qui animent ce régime
si on comptabilise l'armée avec, et même pas toute l'armée, disons, si je suis très optimiste, je peux dire que c'est à peine 5000 personnes. 5000 personnes qui tiennent ce pays depuis 55 ans. Moi, j'ai honte. Ça veut dire que, en fait, quand nous disons que nous sommes Togolais, enfin, je ne sais pas, même nos enfants, ils vont se demander, mais papa ou maman, comment se fait-il que 8 millions de personnes soient tenues par une seule famille, bien sûr avec l'armée, tout ça, sur une aussi longue période? Ça doit nous interroger. Et on est à l'extérieur, nous devons avoir la douleur d'appartenir à ce peuple défait, à ce peuple qui est martyrisé ainsi. Et c'est cette douleur-là, c'est ce sentiment de honte et en même temps de fierté, en disant que nous sommes des hommes. Notre fierté d'homme, d'humain, doit nous pousser à dépasser le sentiment de honte et d'incapacité individuelle pour nous regrouper et essayer d'apporter des solutions. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Regardez notre État. On est des milliers de Togolais en Suisse. On est des milliers d'Africains en Suisse. J'aimerais bien que ce débat-là, que le débat sur la soi-disant indépendance du Togo, que ça soit le débat des Africains, que cette salle soit pleine d'Africains et que les gens viennent nous dire, dans nos pays, on a le même problème. Donc, le panafricanisme doit être une des solutions. Donc, commençons par nous organiser ici et maintenant. Donc, moi, j'ai honte. Voilà, je n'arrive même plus à expliquer des choses à mes enfants. Donc, veuillez s'essayer au-delà de Nyenami. Ben, régime, ben, RPT, mais régime, gapoto, les plomis, kakarobia. Et évidemment, quand le frère nous posait la question de savoir, enfin, nous interpellait sur les divergences et les divisions qu'il y a au sein de la diaspora. Mais c'est tout à fait normal. D'abord, si on cherche les raisons profondes de cette division, je l'ai dit, la constitution même de la diaspora togolaise fait que nous venons d'horizons divers et variés. Mais ça, c'est le premier constat. Ça ne suffit pas pour que nous soyons dans l'incapacité de nous organiser. Le régime RPT qui tient le Togo depuis tant d'années a ses agents parmi nous qui travaillent. Ça fait combien d'années que nous essayons de mettre sur pied un groupe à Genève? Un groupe de Togolais organisé à Genève. Nous n'y arrivons pas parce que toutes les institutions internationales sont à Genève. Donc pour le régime, Genève c'est un enjeu important. Donc le régime travaille énormément à Genève pour empêcher tout rassemblement des Togolais là-bas. Et c'est la même chose partout. Donc la nature de ce régime, si nous ne développons pas suffisamment d'intelligence pour comprendre que ce régime survit et va continuer à survivre, aussi parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'élever notre niveau de conscience politique pour dépasser les petits clivages, hein, les petites divergences, etc., les petites querelles, pour nous mettre ensemble, la situation va s'empirer. Une autre raison pour laquelle nous n'arrivons pas à nous unir, c'est évidemment les chapelles politiques. Les partis politiques, tu vois, tu dis, ah moi je suis de l'ANC, moi je suis du PNP, je suis de K, je suis de ceci. Ces partis politiques nous ont apporté quoi jusqu'à présent? Zéro. Zéro. La question n'est pas de savoir si j'appartiens au même courant politique que mon frère ou ma soeur. La question c'est de savoir si nous sommes capables de porter notre pays, d'être des citoyens, d'être des compatriotes qui visons un idéal pour notre pays et notre population. Regardez un exemple. Puisqu'on parle de la Suisse,
En Suisse, l'UDC, qui est le parti de l'extrême droite, est dans les conseils communaux, dans le gouvernement fédéral, dans les gouvernements cantonaux, dans les exécutifs législatifs, partout, avec les partis, le POP, qui est à l'extrême gauche, qui est sur l'échiquier, l'extrême de l'échiquier par rapport à l'UDC. Ces gens cohabitent. Ils cohabitent. Pourquoi? Parce que ces gens ont mis d'abord l'intérêt de leur pays au-dessus des petites disputes politiques. Il y a des débats, bien sûr. Il y a des débats. Il y a des divergences de points de vue. C'est normal, c'est le jeu de la démocratie. C'est le jeu de la liberté d'expression d'opinion. C'est normal. Mais ces gens cohabitent dans des structures. Donc, il faut qu'on élève notre niveau. Il faut qu'on élève notre niveau. Quitter la fange, la bassesse, l'irrespect, comme l'a dit Hippolyte. On ne prend rien au sérieux. On lance les choses comme ça au hasard. On a l'impression que le peuple africain n'a pas de colonne vertébrale. Nous avons démissionné de nos responsabilités. Nous avons démissionné de nos responsabilités. Ce qui fait que, au moment où d'autres peuples croissent, évoluent, s'organisent davantage, nous, on décline. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas une génération qui décide, et nous pouvons être cette génération-là, qui décide d'arrêter cette déclinaison permanente pour nous remettre sur la voie du progrès, de la responsabilité d'abord, eh bien, nous n'irons jamais de l'avant. Les dictateurs africains vont continuer. Et on le voit, ces gens, ils ne s'arrêtent pas. La dictature ne s'arrête même pas à leur père ou à leur père. Maintenant, ces gens, ils donnent, ils transmettent le pouvoir à leurs enfants. Faure Gnassingbé, il a hérité le pouvoir de son père. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, il transmettra le pouvoir à un de ses frères ou à un de ses enfants. C'est ça qui nous attend. Si nous continuons pas à jouer au petit jeu de cache-cache, en disant, bon, ouais, en fait, bon, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, en fait, c'est la faute à l'opposition. Maintenant, on a trouvé le diable. Avant, il y a quelques années, c'était J.P. Olympio. Maintenant, c'est Fab. Donc, c'est Fab qui fait que ça n'avance pas. Maintenant, on a trouvé un autre, c'est Tipeee. Bon, Tipeee aussi, comme on commence pas à dire que, bon, peut-être qu'il ne fera pas l'affaire, on dit, ah, c'est Bokor, François Bokor qui va nous sauver. Donc, nous, on est là, on attend tout des messies, quoi. C'est que le peuple israélien, à qui est promis le Messie, il n'attend même plus. Il compte sur ses bombes et son organisation pour survivre dans un monde comme celui-ci. Et nous, à qui on n'a rien promis, on attend le Messie. Donc, à un moment donné, si nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, nous n'irons nulle part. Il faut que les Africains en soient bien conscients. Parce que rien, absolument rien ne va nous faciliter la tâche. Si on voit aujourd'hui qu'après les puissances classiques, que sont les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Suisse et tout ça, qui sont présents en Afrique, regardez le mouvement des pays émergents en Afrique. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, les pays arabes, qui fondent sur la proie africaine. Donc, c'est clair que si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous n'irons nulle part. Et la prise de nos responsabilités viendra du fait que nous soyons capables d'élever notre niveau. Voilà, il faut élever notre niveau. Et pour élever notre niveau, nous avons besoin d'être formés. Il faut accepter que
tous les doigts d'une main ne sont pas de la même taille. C'est normal, c'est naturel. Mais l'ensemble de ces doigts constitue un coup de poing. Donc, il faut d'abord accepter qu'il y ait des gens parmi nous qui nous dirigent et qui soient capables d'élaborer des idées, que nous puissions porter ces gens-là qui se sacrifient, qui sacrifient leur temps, leur famille, leur énergie pour constituer des structures et qui essayent de faire quelque chose. Nous devons soutenir ces gens. Quel est ce peuple-là qui dit toujours, un dirigeant, si tu dis une association, une structure, tu dois accepter d'être le dépotoir. Tu dois accepter qu'on t'insulte, qu'on te dise tout. Non! Un dirigeant doit être plutôt porté. C'est quelle conception ça? Que de dire, bah, si tu diriges, mon ami, ne te fâche pas. Tu es dirigeant, tu ne dois jamais te fâcher. Tu dois accepter qu'on crache sur toi. Donc, on me porte. Enfin, je suis dirigeant d'une structure pour qu'on crache sur moi. C'est ça notre conception du leadership. C'est ça la conception que nous avons de nos leaders. Cracher sur eux au lieu de les porter et de les soutenir. Non. Chaque groupe humain a besoin d'un dirigeant. J'ai montré tout à l'heure qu'il n'y a pas d'État s'il n'y a pas de pouvoir organisé. Et si nous ne voulons pas que notre situation continue, nous devons travailler à l'émergence d'un leadership différent qui soit capable de proposer des alternatives à la situation que l'Afrique a aujourd'hui. Et ces alternatives doivent être portées. On doit être soutenu. Si je suis isolé, si lui il est isolé, si on est isolé, il n'y a rien qui bouge. Il va conclure, l'invité principal bon, va conclure. Ce qu'il faut, on l'a dit que la journée d'aujourd'hui ne s'intitule pas ou ne s'articule pas autour d'une réflexion sur la question de l'indépendance. C'est vrai qu'au début, j'ai fait une introduction, j'ai parlé de la question de l'indépendance pour conclure que nous ne sommes pas indépendants. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça ne veut pas dire que nous nions les combats que nos grands-parents, que nos parents ont menés. Nous reconnaissons d'autant plus ces combats que nous disons que ces combats n'ont pas abouti parce que pour la plupart, ils ont été assassinés et le processus d'indépendance de l'Afrique a été stoppé net. En Afrique francophone, le maître d'œuvre de tout ceci s'appelle le général de Gaulle. De Gaulle est un héros pour les Français, c'est un criminel du point de vue africain. Donc aujourd'hui, c'est clair que nous ne sommes pas indépendants du tout. Et ce combat reste à mener. Donc, on nous mène une guerre. Et quand on mène une guerre à un peuple, c'est dommage que ce peuple ne se rende pas compte qu'on lui mène une guerre. Et fatalement, quand on ne sait pas qu'on est en guerre, évidemment, qu'on est amené à la perdre. Donc, c'est pour ça que je parlais de la nécessité de relever notre niveau de connaissance et de conscience politique. Ensuite, je vais toucher un point, c'est que par rapport à notre immobilisme, à notre indifférence, on est arrivé à un stade où nous sommes devenus un peuple d'indifférents vis-à-vis de notre propre souffrance. Et lorsque l'esclave se montre indifférent à ses fers, lorsque l'esclave trouve toujours des excuses pour ne pas mener le combat libérateur, pour se débarrasser de ses chaînes, c'est que cet esclave a choisi de vivre dans ses fers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et finalement, je veux dire pour conclure que on ne peut pas moraliser le crime. On ne peut pas évangéliser le crime. Et le régime togolais, le régime ou les régimes qui sont en place en Afrique sont constitués essentiellement de criminels de tout genre. Donc ces régimes-là ne changeront pas. Ce n'est même pas notre objectif de tenter de les moraliser ou de leur faire des leçons de conscience, enfin des leçons de morale pour qu'ils retrouvent la conscience humaine. Ces gens, ce sont des hommes instruments au service d'une politique qui est en cours en Afrique depuis des millénaires et des siècles, c'est-à-dire l'exploitation, la mise à disposition du continent africain au service d'autres continents et d'autres peuples, et ensuite en faveur d'une petite élite mise en place
pour continuer le travail que faisait le colon et le gouverneur blanc mis en place. Donc, comme on ne peut pas moraliser le crime, on doit le combattre. Et pour combattre le crime, on a besoin de s'organiser. On n'a pas d'autre solution. En tout cas, l'humanité n'a pas encore imaginé un autre instrument que l'organisation des gens qui subissent l'injustice, la nécessité que ces gens ont de s'organiser pour pouvoir construire la riposte. Donc, si nous voulons demain faire en sorte que l'Afrique s'affranchisse, se reconstruise et soit autonome, dirige sa propre destinée, fabrique, produit sa propre monnaie, produit sa propre nourriture, se défendre et protéger ses enfants et rendre la dignité à l'homme noir, à l'homme africain, nous n'avons pas d'autres instruments que notre organisation. Et si nous décidons de le faire, nous pouvons y arriver. Il y a des chances que la génération que nous sommes, que nous soyons cette génération-là qui est amenée à relever l'Afrique. Mais cela ne dépend que de nous, de notre organisation, de notre capacité à théoriser et à imaginer des solutions. Et les solutions viendront aussi à partir du moment où nous serons capables de savoir avec précision tout notre parcours historique. Qu'est-ce qui a fait que notre peuple, qui était si grand en Égypte, est finalement tombé dans une situation comme celle-ci. Si nous identifions les problèmes et nos faiblesses, nous allons pouvoir les corriger pour pouvoir nous relancer. La renaissance est promise à tous les peuples. Les Africains sont capables de renaître. Notre peuple est un grand peuple. Mais aujourd'hui, il est par terre. Notre peuple est par terre. Et nous devons être ceux ou ces enfants, de ces enfants-là qui ont décidé de le relever. Et nous pouvons le faire. Voilà, j'en ai terminé. Merci.